Là, nous voyons ce robot, comment allez-vous? Bonjour, nous voyons ce robot, un robot de type humanoïde. Eh bien, il danse le cha-cha-cha, enfin, il danse évidemment une musique traditionnelle. Évidemment, ces robots sont de plus en plus surprenants, ils ont une agilité impressionnante. Aussi dans d'autres images du jour. Ce que nous voyons ici, c'est le moment où les agriculteurs, là-bas en France, chantent l'hymne national français. Avant les manifestations contre l'accord commercial prévu entre l'Union européenne et le bloc commercial sud-américain Mercosur. Eh bien, pendant que la police arrive et encercle ceux qui ont bloqué ces routes pendant les manifestations, eh bien aussi. Ces inondations surviennent. Cela depuis hier à Westside, à Reno et dans d'autres régions de Californie, aux États-Unis. Ces inondations font partie des conditions météorologiques qui ont durement frappé cette région des États-Unis. Dans un instant, nous aurons l'analyse de tout ce qui nous attend pour les prochains jours. Même les 24 et 25 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier, comment sera la météo à ce sujet? Eh bien, surtout la partie la plus compliquée, n'est-ce pas? C'est le froid, les chutes de neige, les pluies, et aussi, pour le sud de l'Amérique, la chaleur. Regardez aussi une autre image que nous voyons ici. C'est une arme de la Corée du Sud qui est conçue pour, pénétrer dans un bunker. Regardez, elle entre dans un bunker et observez comment l'explosion ressort de l'autre côté du bunker. Eh bien, cela fait partie des armes dissuasives que la Corée du Sud montre à son voisin, la Corée du Nord. Regardez la précision du tir et aussi la capacité de pénétrer sous terre et de pouvoir détruire un bunker. En vérité, ces armes deviennent de plus en plus impressionnantes. Écoutez la suite. Cela se passe là-bas à Alep, en Syrie, où il y a des tirs. Nous allons rester attentifs pour voir ce qu'on entend par là. Vous m'entendez? Là-bas, au fond, on entend les explosions, les tirs. Nous surveillerons si c'est signalé. De quoi s'agit-il exactement? Il y a toujours de l'instabilité en Syrie, il faut donc rester attentif à la situation dans cette région. En attendant, on signale cette voiture à laquelle un explosif aurait été placé. Un général de haut rang de l'armée russe a perdu la vie après l'explosion d'une bombe placée sous la voiture à Moscou. La personne a été identifiée comme le lieutenant-général Fenil Sarabarov, chef d'une des divisions de l'état-major de l'armée de l'air des forces armées. De la Russie. Une enquête est en cours, la possibilité d'une implication de l'Ukraine dans l'attaque n'est pas exclue. Et l'Ukraine opère de plus en plus à l'intérieur du territoire russe. Aussi, une autre image surprenante aujourd'hui. Écoutons. Là-bas, au fond, on peut voir une partie de la fumée des incendies qui se sont produits. Voici une autre image de ce moment. Oui, ce qui se passe, c'est ce que l'on peut observer. C'est un incendie à grande échelle qui s'est déclenché après que des drones de renseignement militaire ukrainiens ont attaqué le terminal pétrolier maritime de Temanyangev-Tejas, une région russe de Krasnodar. Selon le Kyiv Post lui-même, l'attaque a endommagé des équipements du terminal pétrolier sur le quai du gaz de pétrole liquéfié dans l'infrastructure portuaire clé. Une autre image qui surprend aussi, c'est cette image d'une tornade. Cela se passe à Santa Rosa, dans l'Alto Paraná, selon les rapports. C'est aussi là-bas, au Paraguay. Et il y a aussi une autre affaire qui attire l'attention. C'est en partie, disons, ce qui s'est passé dans le monde. Cette image qui attire l'attention aujourd'hui, cela fait partie de ce qui se passe là-bas. En arrière-plan, on ne voit pas d'explosion dans cette zone. Des explosions ont été signalées dans cette zone, liées au conflit entre la Thaïlande et le Cambodge. Nous aborderons bientôt la situation. Aujourd'hui, on a pu observer ceci dans le ciel. Là-bas, en Israël, on a observé ces traînées et il y avait la crainte que cela puisse être un type de missile. Les traînées de condensation des avions ont été vues dans le ciel au-dessus de plusieurs villes. Cette fois-ci, venant d'Iran, ou plutôt d'Iran, cela a provoqué une crainte, car on pensait qu'ils attaquaient ou tiraient depuis l'Iran vers Israël.
C'est-à-dire que ces images ont commencé à apparaître et on m'a demandé « Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des missiles, c'est autre chose ?» Eh bien, il ne s'est absolument rien passé, c'était simplement des vols normaux, mais disons qu'il y a un peu de paranoïa à ce sujet, n'est-ce pas? Bon, voilà comment sont les choses, mais au fait, vérifiez aussi de votre côté. Comment va la question de l'or qui a surpris? Regardons cela, voyez, l'or a déjà dépassé son record historique. C'était le record historique qui avait été atteint vers le 20-22 octobre à cette date-ci, et maintenant un nouveau record historique est atteint, même plus haut que le précédent. 4 436 $, ou plutôt 4 470 $, c'est le point maximum atteint. Autour de 4 450 $, l'or a touché son sommet. C'est impressionnant, l'or, l'argent, le platine et plusieurs métaux ont vu leur prix augmenter de façon impressionnante. L'or atteint un niveau historique. Et cela montre quoi? Qu'il y a de la nervosité, peut-être par rapport à ce qui arrive en 2026. Est-ce qu'ils voient quelque chose ou simplement ils se préparent et les banques centrales achètent de l'or? Ce qui se passe tout simplement, c'est beaucoup d'institutionnels, c'est-à-dire les gouvernements qui achètent de l'or, les grandes institutions qui achètent de l'or, peut-être avec la méfiance due à la faiblesse du dollar, et c'est que le dollar continue. Regardez, ceci concerne le peso mexicain, c'est-à-dire la valeur du dollar qui baisse par rapport au peso mexicain dans ce cas. Mais c'est à peu près pareil dans d'autres domaines, disons, c'est-à-dire il a été, faible, pas faible, le dollar reste faible, et cela aussi est important. Il ne s'est rien passé avec le pétrole, c'est-à-dire, vraiment, regardez, voici le mouvement qu'il y a, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend, il ne s'est rien passé de vraiment important avec le pétrole. Comme on disait qu'il allait peut-être se passer quelque chose à cause des mouvements qui se produisent entre les États-Unis et le Venezuela avec ces blocages sur le pétrole, il n'y a eu aucune réaction sur les marchés, absolument rien, ils sont pareils, avec même une tendance baissière, il n'y a pas de mouvement considérable dans ce sens. Dans un instant d'ailleurs, nous allons parler de ce qui se passe dans le Wyoming. Avec ce cas d'une année d'activité de drone WEAF où les autorités avertissent que cela continue de se produire, que cela continue d'arriver, que des objets étranges continuent d'être observés dans la région, cela ne s'est pas arrêté et tout à l'heure nous parlerons aussi en détail de ce qui se passe en Chine. La Chine procède actuellement à des mobilisations de missiles nucléaires et cela évidemment met tout le monde mal à l'aise parce que nous les voyons. De quoi s'agit-il concernant cet événement observé en Chine? A-t-il été analysé? Et donc cela inquiète sur le plan géopolitique, et évidemment aussi en ce qui concerne les armes. Nous en parlerons dans un instant, mais allons d'abord à d'autres sujets également importants. Voyez-vous ce monsieur, ce général? Nous avons vu il y a un instant la voiture détruite par une voiture piégée qui a été placée pour le lieutenant-général Fanil Sarvarov. Il est le chef des opérations militaires de la Russie, ce n'est pas n'importe quel personnage. Les autorités ont ouvert une enquête pénale pour l'élimination et l'utilisation d'explosifs illégaux, après l'explosion qui a coûté la vie à ce haut responsable militaire survenu dans le sud de Moscou. Selon les rapports, le chef de la direction des opérations militaires de l'état-major des forces armées russes aurait perdu la vie aujourd'hui, lundi. Alors, cet événement a évidemment mis la nervosité au sein de l'élite militaire russe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le premier cas, pour commencer, car cela s'est déjà répété plusieurs fois. Et c'est le même mode opératoire, un mode opératoire bien connu, n'est-ce pas? Où le véhicule ou quelque chose à proximité du passage d'un général ou d'un militaire important explose simplement et la personne perd la vie. Selon ce que l'on sait, après l'explosion d'un engin dissimulé dans la voiture, l'événement s'est produit à 150 mètres de sa résidence, dans la rue Yesenemo.
Selon la confirmation du comité d'instruction de Russie, la bombe placée sous la voiture serait une mine magnétique qui a explosé après que Zavarov ait déjà parcouru quelques mètres. Les autorités ont ouvert une procédure pénale pour l'élimination de cette personne ainsi que pour le trafic illégal d'explosifs. L'équipe médico-légale et criminelle travaille sur les lieux de l'attaque avec des expertises et l'analyse des caméras de sécurité. Les enquêteurs n'écartent aucune hypothèse, même si une possible implication des services de renseignement ukrainiens est déjà évoquée. Zavarov, 56 ans, aurait participé aux campagnes militaires en Tchétchénie et en Syrie. En 2022, il a rejoint la liste noire ukrainienne. Miro Toberets, qui identifie les présumés ennemis de l'Ukraine. Son décès représente un coup dur, à la fois symbolique et stratégique pour le Kremlin, qui a vu plusieurs hauts responsables être éliminés depuis le début de la guerre. Le président Vladimir Poutine a été aussitôt informé de l'attentat. Dans le passé, il avait déjà critiqué sévèrement ses propres services de renseignement en disant « Eh bien, comment est-il possible que cela se produise ?» Il devrait éviter cette situation. Eh bien, c'est en partie, disons, ce qui se passe. Au fait, en parlant d'événements, aussi importants en matière de sécurité et tout ça. Vous vous souvenez de cet individu, l'un de ceux qui auraient tiré là-bas sur la plage Bondi, à Bondi Beach, pas en Australie? Eh bien, on sait déjà ce qui se passe avec cette personne, mais ils ont transféré ce qui serait, il serait le cerveau de l'attaque. L'affaire de l'attaque de Bondi Beach continue de secouer l'Australie et a suscité plusieurs réactions au niveau international. La police de l'État de Nouvelle-Galles du Sud a confirmé le transfert de Naved Akram, âgé de 34 ans. Cet individu a été transféré d'un hôpital à la prison après s'être remis des blessures subies lors de cette situation, qui s'est produite le 14 décembre. Aujourd'hui, le 21, il sort de l'hôpital. Il a laissé 16 personnes sans vie, des dizaines de blessés lors d'un acte de haine contre la communauté juive. Cela près des plages, l'une des plages les plus populaires d'Australie. Les autorités ont porté 59 chefs d'accusation contre lui, dont 15 pour meurtre et 1 pour terrorisme, ce qui entraîne la peine maximale de réclusion à perpétuité. L'enquête révèle également que le coauteur de l'attentat était Zaïd Akram, son propre père, qui a perdu la vie sur place. Cela aussi était confirmé, cette situation est à nouveau confirmée. Il y a un instant, nous voyons les images de ce qui se passe au Cambodge et en Thaïlande, où ils continuent d'opérer, continuent d'essayer de se battre dans ce conflit. Et il semble qu'il y ait de bonnes nouvelles à ce sujet, car ils retournent à la table du dialogue. Les pourparlers entre la Thaïlande et le Cambodge reprennent en urgence. Et ils reprendront le dialogue cette même semaine pour tenter de conclure un cessez-le-feu plus durable et concret que celui qui avait été conclu avec Trump. L'objectif est de définir des mécanismes réels pour garantir le respect du cessez-le-feu. Contrairement à l'accord d'octobre, qui avait été conclu très rapidement pour coïncider avec la visite de Donald Trump et manquait de détails réalistes et solides. Ainsi, cette fois, la table des négociations sera plus calme, sans pression extérieure, seulement celle des deux pays concernés. Depuis le 8 décembre, un conflit s'est développé et a atteint des niveaux alarmants. Ils ont utilisé des F-16 thaïlandais pour bombarder des positions cambodgiennes, tandis que le Cambodge a répliqué avec des missiles et roquettes M21 tirés de plateformes mobiles. Plus de 36 personnes ont perdu la vie. Et on parle de plus de 900 000 personnes évacuées. Évidemment, donc, une situation qui va commencer à se désamorcer à partir de cette semaine. Excellente nouvelle pour la fin d'année. Qu'un conflit commence à ouvrir le dialogue, que les gens commencent à s'asseoir et que les choses commencent à se calmer, n'est-ce pas? Alors ça, ce sera une nouvelle positive importante, non? Évidemment que les choses se calment un peu. D'ailleurs, d'autres sujets qui attirent de l'attention commencent à devenir de plus en plus importants. Il est frappant de voir comment Donald Trump a destitué 30 diplomates de carrière de leur poste d'ambassadeur. On dirait que les ambassades redeviennent des cadeaux pour les amis de Donald Trump. Et ceux qui sont de véritables experts dans le domaine, les diplomates de carrière, perdent leur emploi, on place des agents.
Enfin, des amis. En gros, Donald Trump aurait effectué sa plus grande purge diplomatique depuis des années. Depuis le premier mandat, et on n'avait jamais vu quelque chose comme ça pendant cette période. Près de 30 ambassadeurs de carrière ont été remplacés par l'administration Trump par des personnalités pleinement alignées sur son programme. Des amis ? En gros, ils ont soudainement bouleversé la structure diplomatique de 29 pays clés et peut-être un 30e qui reste à annoncer. La Maison-Blanche a ordonné le retrait immédiat de près de 30 diplomates de carrière qui étaient déjà 100 et vont apparemment être 30 aujourd'hui ou demain. Il s'agit de l'une des plus grandes restructurations du corps diplomatique américain depuis des décennies, selon des responsables du département d'État. Sous condition, évidemment, d'anonymat, tous les ambassadeurs concernés auraient été nommés à l'origine pendant l'administration de Biden. Une première vague de licenciements avait déjà eu lieu au début du second mandat de Trump, la priorité étant alors le retrait des personnalités politiques. Cependant, cette semaine, Washington a informé ses missions officiellement les obligeant à rentrer aux États-Unis. Bien qu'ils conservent leur grade, ils pourront assumer de nouvelles fonctions à Washington. Le département d'État a aussi défendu cette décision, affirmant que c'est une procédure standard selon eux. Eh bien, le fait qu'ils retirent des personnes expérimentées pour les remplacer par des personnes sans expérience, évidemment, ce n'est pas quelque chose de standard. C'est quelque chose de très typique de Trump, c'est très courant dans sa façon de gouverner. Passons à d'autres sujets également importants. Eh bien alors, que se passe-t-il avec Maduro et Vladimir Poutine ? La Russie a promis un soutien total au Venezuela face aux hostilités des États-Unis. C'est ainsi que le dit le document russe lui-même. Et cela, eh bien, même si au début il semblait que le soutien allait être très minime, il semble du moins sur le papier qu'ils veulent participer un peu plus. Maintenant, il est sincèrement très compliqué qu'ils le fassent. Parce que, eh bien, c'est à peine. Ils arrivent à peine à contenir plus ou moins ce qui se passe là-bas dans la situation en Ukraine. Mais bon, voilà le message qu'ils lancent aujourd'hui. La Russie exprime un soutien total au Venezuela face à ce qu'elle qualifie d'escalade de la part des États-Unis qui maintiennent des navires militaires dans les Caraïbes pour bloquer les pétroliers. L'annonce a été faite après un appel entre les ministres des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et Ivan Gil, tous deux diplomates. Ils évoquent les bombardements, les présumés navires de narcotrafic et la saisie de pétrole vénézuélien, y compris un actuellement poursuivi. Lavrov a déclaré que ces actions constituent une menace grave pour le transport maritime international et la stabilité régionale. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies se réunit demain. Il sera intéressant de voir la position de chaque pays. Demain, il y aura une réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et il y aura sûrement des réactions. Donc ce sera intéressant. Ce mouvement de la Russie pourrait être soutenu par la Chine. Jusqu'où ira le soutien du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ? Sera-t-il purement diplomatique ou y aura-t-il une forme d'action ? Honnêtement, je ne le crois pas, mais bon, c'est ce que rapportent les médias russes. Le président Donald Trump a essentiellement durci les mesures à partir de ces jours-ci, surtout le 16 décembre, date à laquelle le blocage total des navires sanctionnés a été ordonné. Ce sont des navires sanctionnés au niveau international et, face à cela, ils sont arrêtés ou saisis avec tout ce qu'ils transportent à bord. La Russie confirme cela. Maintenant, s'agit-il simplement d'un commentaire de solidarité ou y a-t-il quelque chose de plus derrière ce commentaire ? Ils appellent cela un soutien total, mais on ne voit pas vraiment qu'il va y avoir quelque chose de plus pour l'instant, n'est-ce pas ? Aujourd'hui aussi, cela attire l'attention et c'est lié à ce dont nous allons parler tout de suite, concernant ce qui se passe dans les zones nucléaires de la Chine et d'autres pays. Des mouvements qu'ils sont en train de faire. Mais l'Iran fait référence à tout ce qui se passe avec les armes nucléaires qu'ils seraient soi-disant en train de fabriquer, n'est-ce pas ? L'Iran réaffirme son droit à enrichir l'uranium. Malgré les attaques, il avertit qu'il n'y aura pas d'accord si l'on insiste sur l'enrichissement zéro.
Le ministre iranien Abbas Saraghachi a affirmé que l'Iran poursuivrait le développement de la technologie nucléaire à des fins pacifiques. Ils affirment que ce n'est pas destiné aux armes, mais uniquement à l'enrichissement. Pour des centrales nucléaires à usage civil. Mais lorsque l'Agence internationale de l'énergie atomique l'a examiné, lorsque l'organisme de l'Organisation des Nations Unies l'a examiné, il dit « Attendez, ce n'est pas pour des usages civils ». Il est enrichi à un niveau tel que, oui, il sera utilisé pour des armes nucléaires, il n'a pas d'autre usage. Quand on lui demande « Pourquoi est-il enrichi à ce niveau ?», il reste silencieux, il n'y a pas de réponse. Les kilos et kilos d'uranium enrichi qui ont pu être détectés sont de l'uranium enrichi pour fabriquer des armes nucléaires, et pas une seule, mais plusieurs armes nucléaires. Alors, tout cela, évidemment, est à la limite de l'acceptable. L'enrichissement doit être de 10% pour être civil, celui-ci est à 60%, et à 90%, ce sont déjà des armes nucléaires, mais déjà à 60%, c'est une question d'armes. À 90%, ce sont clairement des armes nucléaires. Donc ils sont clairement dans ce processus très loin, vraiment très loin des 10% requis pour un usage civil. Voilà, tenez-en compte, et dans un instant, nous parlerons de ce qui se passe dans le Wyoming. Voyons ce que dit ce shérif, c'est tout. Encore quelques points, puis nous aborderons ce qui se passe en Californie. D'ailleurs, on signale aussi une forte tempête à certains endroits, il y a même déjà des inondations dans certaines zones. Un autre point qui attire l'attention, c'est qu'en ce moment, le département de la sécurité intérieure des États-Unis a triplé ce qu'ils appellent la caution de sortie. C'est-à-dire que les migrants en situation irrégulière se voient offrir 3 000 $ s'ils partent volontairement avant la fin de 2025. Cela, évidemment, suscite beaucoup de méfiance, n'est-ce pas ? Ceux qui veulent tant partir ne croient pas vraiment que cela arrivera, même si on le dit, et hésitent à partir maintenant. La mesure s'inscrit dans une campagne de Noël de l'administration Trump visant à réduire les coûts de détention. D'expulsion qui atteignent d'à peu près le coût par personne pour être détenu de 17 000 $. Oui, alors ils disent « Bon, au lieu de dépenser cela, nous donnons 3 000 $ aux personnes. Nous leur payons le vol vers leur pays, vol direct, sans frais, nous réduisons toutes les amendes qu'ils pourraient avoir et donc nous incitons d'une manière moins coûteuse. » L'envoi de migrants vers d'autres pays n'est possible que si le migrant s'enregistre et part avant le 31 décembre 2025. On accède à l'incitation via une application appelée CBP Home, développée dans le cadre de la déportation volontaire. Une assistance au voyage est également proposée, y compris le vol de retour vers ce pays. La secrétaire du département de la sécurité, Christine Noem, a averti qu'ils veulent que s'ils partent de cette manière, ils pourront revenir plus tard, mais s'ils partent arrêtés, ils ne reviendront jamais. C'est-à-dire qu'on ne leur permettra pas de revenir à l'avenir. C'est ce qu'avertit au moins la responsable de la sécurité de ce pays. Il y a beaucoup d'incertitudes. Par exemple, les détails précis concernant la durée de la protection contre l'Immigration and Customs Enforcement n'ont pas encore été publiés, notamment si quelqu'un entame une procédure d'auto-expulsion. Il n'y a pas non plus de chiffres officiels sur le nombre de personnes ayant reçu les primes ou les voyages. Autrement dit, il reste beaucoup de doutes sur la façon dont cela fonctionne réellement, ou si ce n'est qu'une tromperie, ou non, en fait, il subsiste vraiment des doutes quant à l'efficacité de ce système. N'est-ce pas ? Mais bon, cela fait partie, disons, de ce que propose ce département des États-Unis. N'est-ce pas ? Et nous verrons bien ce qui se passe, n'est-ce pas, hein ? En attendant, passons à d'autres sujets, voyons ce qui se passe dans le Wyoming avec la Chine et ailleurs. Un grand merci à toute la communauté d'ailleurs, qui est en direct, laissez vos commentaires ici, prêts. Léonard, comment vas-tu, Michel ? Salutations en Californie, ça va ? Martha Placencia, ravi de te voir. José Zaraté, mon homonyme, comment ça va ? Il dit « Bonjour, il s'est levé en pleuvant à San Francisco, dit San Francisco. Eh, dit José. On en parle, qu'est-ce qui arrive ? Déjà ? Merci Odilia, très bien Octavio, comment vas-tu ? Très bien, dit-il. Voilà pourquoi la Chine se prépare, dit Octavio. Peut-être ou pas.
Allons dans le détail. Voyons ce qui se passe avec la Chine et ce qui se passe avec ces cas de drones, de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Là-bas dans le Wyoming, allons-y avec ça. Regardez, parlons d'abord de la Chine, il se passe clairement quelque chose d'étrange là-bas, au point que, les médias des États-Unis et d'autres pays commencent déjà à s'inquiéter de ce qui se passe, de ce qui arrive avec ces missiles balistiques qui ont été déplacés, qui sont en train d'être transportés par la Chine. Non, tout d'abord, dit le rapport. Non, les fameux missiles balistiques intercontinentaux, ces missiles intercontinentaux qui sont ces missiles géants, c'est pour cela que dans la miniature de la vidéo apparaissaient ces énormes missiles, n'est-ce pas? Ceux-ci, voyons si nous pouvons les afficher ici à l'écran. Ce sont des missiles géants, n'est-ce pas? Qui, ont été déplacés. Là, selon le brouillon du Pentagone divulgué à Reuters, c'est une fuite qui concerne quelque chose dont le Pentagone s'est rendu compte. La Chine aurait déjà chargé à ce moment-là 100 missiles balistiques intercontinentaux. Normalement, ils sont inactifs, c'est-à-dire qu'ils les possèdent, mais ils ne sont pas actifs. Ils ne sont pas prêts à être lancés, et cela apporte, disons, une certaine tranquillité, non? Quand ils les préparent et les laissent prêts et chargés à tirer. Tu te dis, attends un peu, qu'est-ce qui se passe, non? Et c'est ce qui se passe en ce moment. La Chine les a ou est en train de les charger 100 missiles balistiques. Et les missiles intercontinentaux, missiles balistiques intercontinentaux, DF-31, ont été chargés dans des silos stratégiques près de la Mongolie. Les missiles sont actuellement prêts à être utilisés immédiatement. Ces missiles à propergol solide offrent une réponse bien plus rapide que ceux à propergol liquide. Le rapport indique que Pékin refuserait de discuter du contrôle des armes nucléaires malgré les efforts diplomatiques américains. En ce moment, le président Trump a accusé la Chine de mener des essais nucléaires secrets et averti que les États-Unis pourraient reprendre leurs propres essais atomiques. Pékin a rejeté les accusations, affirmant respecter ses obligations internationales sur la non-prolifération nucléaire. Les DF-31 peuvent transporter une ogive nucléaire allant jusqu'à 300 kilotonnes, avec une portée d'environ 7000 à 11 000 km à partir de l'endroit où ils peuvent frapper. Dans une autre partie du monde, n'est-ce pas? Selon le bulletin de The Atomic Science, la Chine a fortement accéléré son programme de modernisation nucléaire ces dernières années. Et maintenant, en gardant actifs et armés, prêts à être lancés, ces 100 missiles, la Chine disposerait de 600 ogives nucléaires dont 276 ont une portée intercontinentale. Bien que ce chiffre soit difficile à vérifier pour le moment, on ne sait pas s'il a augmenté ou diminué. Non, mais selon les projections du Pentagone, la Chine dépassera les 1000 ogives avant 2030, devenant ainsi l'arsenal à la croissance la plus rapide au monde. C'est un système très opaque, le rapport de Chine est très hermétique, très peu précis, n'est-ce pas? Uniquement grâce aux renseignements et aux satellites. Et tout cela, ils ont pu plus ou moins observer ce qui se passe, comme par exemple le chargement en Mongolie. En Mongolie, ils chargent les missiles intercontinentaux, et cela évidemment les maintient en dissuasion, n'est-ce pas? Puisque nous parlons de cela, je voulais juste faire un commentaire. Il y a une réaction d'ailleurs de la part de la Chine à ce qui se passe au Venezuela, et nous en avons déjà parlé une fois, puisque nous parlons de la Chine. La Chine a élevé la tension diplomatique en accusant publiquement les États. Je trouvais étrange leur absence de réaction, d'autant qu'il y a 2 navires iraniens et un chinois. La Chine a-t-elle déjà réagi ? Leur lente réaction montre que cela ne les intéresse peut-être pas vraiment, mais ils devaient évidemment réagir. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lan Yan, a dénoncé cette saisie comme arbitraire, sans base juridique internationale, ni approbation du Conseil citoyen de l'Organisation des Nations Unies. Lors de la conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui, lundi 22 décembre, l'un a été catégorique, il dit. Nous nous opposons systématiquement aux sanctions et intimidations unilatérales et illégales. De plus, la Chine réaffirme également son soutien ouvert au Venezuela,
affirmant que Caracas a pleinement le droit d'établir des relations de coopération avec n'importe quel pays sans ingérence extérieure, il dit. Ces déclarations suivant l'annonce du blocus total des États-Unis contre le Venezuela. Nous en avons déjà parlé, nous avons vu ce blocus total dans lequel il y a déjà 3 navires, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce n'est plus une blague, n'est-ce pas? Ce n'est plus un hasard, cela se passe vraiment. S'il y a un blocus complet du pétrole qui passe par là, il faudrait voir. Qu'est-il arrivé au navire de Chevron? Je suppose que ce navire-là, eh bien, il ne lui arrivera rien. Non, évidemment, je suppose, il faudrait voir cela plus tard. Mais hier, la vice-présidente du Venezuela a dit qu'un navire de Chevron partirait. On verra, mais je pense qu'il ne se passera rien. Salut Angie, comment vas-tu? DAM. Salutations à toute la communauté, dit-il. Dernièrement, j'ai quelques problèmes de réseau, dis-moi. Où es-tu connecté? Dan? Où est-ce que ça se passe? Salut Léonard, dit Pépé. C'est dommage que les super ordinateurs quantiques et les anti-alliances artificielles soient occupés à 90% pour la guerre dans ces domaines. Salut, comment vas-tu Léonard? Très bien. C'est pour ça que la Chine se prépare au cas où, dit Octave. Bon, passons à d'autres détails, allons à d'autres sujets, voyons ce qui se passe, évidemment là-bas, dans le Wyoming, aux États-Unis. Que dit le shérif? Que disent les autorités de ce pays? Parce qu'il y a effectivement le sujet des drones, des WAV, ou peu importe comment on veut les appeler. Très actifs dans la région. Salutations à José Zaraté, très bonne journée à toute la communauté qui arrive, n'hésitez pas à laisser votre commentaire s'il vous plaît. Merci à ceux qui nous soutiennent via Super Chat, membres ou Super Merci. Votre aide permet à la chaîne de continuer. Merci beaucoup pour cela. Dany, comment tu vas, Sadi? Bonjour à toute la communauté qui nous rejoint, nous lirons vos commentaires avec grand plaisir tout à l'heure. N'était-ce pas? Et nous allons donc analyser un peu ce qui se passe, n'est-ce pas? Il y a un détail là. Dans un petit moment, une annonce sera faite par le Pentagone. Nous allons peut-être diffuser via téléphone portable, où que nous soyons, mais il semble que oui. Le président Donald Trump, avec le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le secrétaire à la Marine John Pillan. Ils vont apparemment annoncer une décision majeure sur la reconstruction navale de la marine américaine. L'annonce semble aller dans ce sens, sans lien avec le Venezuela, l'Ukraine ou d'autres régions. Nous allons voir si cela arrive. Cela pourrait aussi concerner l'Iran, hein? Il y a des mouvements en Iran. Curieux, disons-le. Il faut rappeler que les États-Unis et Israël viennent de discuter hier au sujet de l'Iran, de ce qu'ils observent en Iran. Et il semble que quelque chose se prépare là-bas. Alors peut-être que vous pourriez aussi commenter quelque chose à ce sujet. Nous y reviendrons plus tard. Au sujet des WAPS, il y a un essaim de WAPS, de drones, d'objets volants non identifiés dans une centrale électrique du Wyoming. Et ce problème, le fait est qu'il dure depuis plus de 13 mois pour être exact. Avec cette situation, les autorités ont dû sortir et admettre ce que tout le monde autour voyait. Cette situation reste donc un problème. Oui. C'est spécifiquement un comté du Wyoming qui a eu ce problème, qu'ils n'ont pas pu contrôler. N'est-ce pas? Et nous devons regarder la carte, n'est-ce pas, pour comprendre où cette situation se produit. Ce n'est pas ce petit bout, cette partie-là des États-Unis, qui montrerait une activité anormale, totalement anormale. Approchons-nous du Wyoming. Cette partie du sud du Wyoming a un comté immense d'ailleurs, sur ce territoire qui est ce comté. Mais il y a une centrale électrique qui a été témoin d'une situation assez particulière. Les autorités ont dû admettre qu'elles observent depuis 13 mois des drones ou des objets volants non identifiés qui continuent d'apparaître au-dessus des installations énergétiques. Certains d'entre eux ont des formations étranges, tout simplement impossibles pour un drone, des formations d'objets volants non identifiés. OVNIs, c'est ainsi qu'on les appelle aussi, désormais officiellement désignés comme WAVs, ont été signalés en train de voler en essaim.
c'est-à-dire en groupe, cela au-dessus de la centrale à charbon Great Desert et Jim Brugger également, ceci à Rock Spring, Wyoming. Allons précisément jusqu'à ce petit endroit, jusqu'à ce lieu, jusqu'à Rock Spring, pour essayer de trouver exactement où se trouve cet endroit. Regardez, voilà ce petit endroit, voyons si on peut le voir. Ce petit endroit, voilà, c'est à cet endroit que cela se passe. Et maintenant, pour aller vraiment dans le détail, on va s'éloigner un peu juste pour voir si quelqu'un qui nous écoute habite par là. S'il vous plaît, contactez-nous, n'est-ce pas? Et surtout, si vous avez vu quelque chose, n'est-ce pas? Si vous vivez dans l'Utah, au Colorado, dans l'Idaho, dans les zones proches de cette région du Wyoming, contactez-nous. J'aimerais beaucoup échanger avec vous pour savoir si vous pouvez nous donner un avis, n'est-ce pas? C'est dans ce coin de Rock Spring que cela se passe. L'essaim d'OVNI apparaît régulièrement au-dessus des centrales électriques, en formation coordonnée et à haute altitude. Ils ne répondent pas aux tentatives de contact faites par les autorités pour leur demander de partir, mais ils ne partent pas, n'est-ce pas? John Grosnick, le shérif du comté de Sweetwater, a été l'un des premiers témoins directs. Lui et son équipe ont documenté de multiples apparitions, même ce mois-ci des apparitions ont été signalées dans cette zone. Le porte-parole du shérif, Jason Mower, a confirmé que même la députée Harriet Hannigerman aurait vu cela lors de sa visite officielle à l'usine. La députée, elle était là et elle a eu l'occasion de voir l'un de ces WAFs ou l'un de ces objets. C'est-à-dire, ils volent librement sans aucun problème, ils apparaissent et en plus ils se montrent, n'est-ce pas? Un soutien fédéral a été demandé, mais selon Mower, personne ne veut répondre, même après avoir porté l'affaire à des niveaux étatiques et même fédéraux. Il n'y a pas de réponse. La population locale s'est déjà habituée aux apparitions. Au début, ils inondaient le commissariat d'appel en disant qu'il y avait des objets au-dessus de l'usine, mais maintenant, comme ils apparaissent sans cesse et sans cesse, les gens ne parlent plus de ces faits, ils filment ou font autre chose sans même les signaler, car ils savent qu'on n'agira pas. Et deuxièmement, ça arrive tous les jours et on ne leur fait rien. Ça ne leur cause aucun tort, ça ne leur a posé aucun problème non plus, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si quelque chose de mal se passait ou quoi que ce soit, ils sont simplement là, ils apparaissent là et ils restent, ils persistent. Il dit, bien qu'ils n'aient causé ni dommages ni interférences, leur persistance est inexplicable et inquiète les autorités, surtout en raison de leur proximité avec des infrastructures critiques. Ce n'est pas un cas isolé. Cet autre, est-ce que c'est Chérico? C'est hallucinant, la vérité c'est que les médias n'en parlent pas. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache, mais c'est vraiment hallucinant. Attention, 7 shérifs des mêmes comtés sont dans la même situation et ont les mêmes rapports. Ce n'est pas juste un shérif fou qui a voulu attirer l'attention, ce sont 7 shérifs qui disent que c'est un problème et que ça continue. Autrement dit, ce n'est pas un cas isolé, puisque 6 autres shérifs, plus celui-ci, ça fait 7 shérifs, 7 shérifs. Ils ont donc signalé la situation. Des observations multiples ont eu lieu dans les comtés au cours des 13 derniers mois, y compris par exemple à Niobrara, où les objets ont été vus tout l'hiver dernier et pendant l'hiver actuel. Ils vont toujours bien et il ne se passe rien. Au niveau de l'État, il y a un sénateur qui s'appelle Tim Salazar, c'est un de mes parents. Il a interrogé publiquement le chef de la garde nationale du Wyoming à propos des phénomènes et qu'est-ce qui s'est passé. Rien, absolument rien, absolument. Ils ont parlé au chef de la garde nationale du Wyoming. Il a parlé à un sénateur, non, et le sénateur lui demande ce qui se passe ici. Ces shérifs me disent qu'il se passe ceci dans les centrales électriques. Et ils le prouvent, c'est comme ça. Ils n'ont absolument rien obtenu. Le général Greg Porter a déclaré qu'on ne peut pas parler publiquement des incidents près des installations fédérales, ce qui ne fait qu'accroître les spéculations. Et puis, quand on leur demande publiquement, bon, alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que les sujets concernant les centrales nucléaires ou les centrales, eh bien, dans ce cas, ce ne sont pas des centrales nucléaires, ce sont des centrales électriques au charbon. On ne peut pas parler du sujet parce que c'est interdit et l'affaire est close. Faites comme vous voulez.
Bien que les centrales électriques soient souvent des points chauds d'activité OVNI, ce sont généralement les centrales nucléaires qui le sont, mais cette fois-ci, il s'agit d'autres centrales, pourtant très actives. L'affaire demeure sans solution, sous une pression publique accrue pour que le gouvernement des États-Unis et le Wyoming divulguent leurs informations. C'est l'un des cas les plus persistants documentés aux États-Unis et ce n'est pas le seul cas dans ce pays. C'est-à-dire ce n'est pas le seul cas dans un État des États-Unis. Il y en a d'autres, mais celui-ci est l'un des plus persistants. Le phénomène est là, il persiste, il est toujours là et il ne disparaît pas. Et cela fait déjà de nombreux mois. Et comme le dirait bien Moussa, je ne dirais pas que personne ne fait rien. Mais oui, personne ne fait rien, alors quoi? Je le répète, faites comme vous voulez. En tout cas, il faudrait voir si le Congrès va vraiment exiger quelque chose lors de ces audiences publiques pour qu'il y ait une enquête, une analyse, pour que ce soit examiné. Parce que ce n'est pas un petit objet. Parfois, ce sont des essaims qui vont, et là, c'est direct. D'accord ? C'est vraiment effronté dans le sens où même des sénateurs leur posent des questions publiquement et ils esquivent d'à 100%. C'est hallucinant, honnêtement, ce sujet. Abordons d'autres sujets importants. Passons aussi à d'autres sujets intéressants sur ce qui se passe dans le monde. Regardez, avant cela, parce qu'il y a d'autres sujets dont je veux vous parler. À propos de ces cas des WAPS, je vais vous en parler tout de suite. D'autres situations irrégulières qui se sont produites dans l'espace aérien d'autres pays et des États-Unis aussi que je pense être liées. Aujourd'hui, on va vous en parler, laissez-moi juste rapidement commenter ce qui se passe. Eh bien, celle-ci, cette tempête qui sévit aux États-Unis. D'ailleurs, il y a aussi une tempête en Amérique du Sud. Aujourd'hui, on va vous parler de cette situation, mais voyons ce qui se passe, ce qui arrive pour les prochains jours aux États-Unis, au Mexique, en Amérique centrale, au Canada. Que se passe-t-il aussi en Europe avec le phénomène du climat extrême ? Allons rapidement aux détails les plus intenses, surtout si l'on regarde la question du climat. Pour les prochains jours, nous allons simplement mettre à jour cela. Allons exactement au 24, ce serait celui-ci. Ce serait la prévision pour le 24. Au fait, bonjour à Sadi, super, comment vas-tu Sadi ? À toute la communauté qui arrive, très bon après-midi, également à Ivan Diaz, comment ça va ? Comment tu vas ? Très bien, quel plaisir de vous voir. Et tout de suite, on va parler de ce qui se passe, eh bien, dans les cieux, non ? Qui continue de fasciner et qui montre que c'est un phénomène vraiment incroyable, très constant. Dans cette zone, il y a une série de températures assez froides. Et pas seulement cela, mais si l'on regarde le satellite des 15 dernières minutes, on observe qu'il y a une grande quantité d'eau au-dessus de la Californie. Tout le nord de la Californie est donc sous des nuages intenses, avec une grande quantité d'eau. Également vers d'autres États, comme par exemple ce que nous voyons vers le Dakota du Nord. C'est ce phénomène énorme qui se trouve en ce moment sur cette zone et aussi sur certaines régions de Winnipeg, là-bas au Canada, n'est-ce pas ? Donc, dans cette zone aussi, il y a énormément d'humidité, un très fort potentiel de pluie. D'ailleurs, si l'on regarde l'accumulation de nouvelles neiges pour les prochains jours, et à partir d'ici, on va jusqu'au 2 janvier. Oui, regardez la quantité de neige attendue pour les États-Unis dans la zone ouest et la partie centrale, mais surtout pour le nord de la Californie. Non, eh bien, c'est vraiment beaucoup de centimètres de neige maintenant, par exemple à San Francisco. Non, il n'y a pas du tout d'accumulation de neige, c'est-à-dire, il se peut qu'il pleuve un peu, mais pas encore beaucoup. Je ne sais pas, on verra bien, mais pas de neige, c'est-à-dire, il n'y a pas de neige non plus pour toute cette région. Il n'y a pas de neige, en tout cas, dans les montagnes ou dans le nord de la Californie. Là-bas, à Eureka par exemple, il se pourrait qu'il y ait d'importantes chutes de neige, avec des points très impressionnants, jusqu'à 100 mm, je veux dire 100 cm de neige. Là où il va neiger de façon plus intense et plus étendue, c'est en Oregon, n'est-ce pas ?
Là, en Oregon, qu'il y en ait peu ou beaucoup, ils auront de la neige dans les prochains jours. J'insiste, cela va durer d'ici jusqu'au 2 janvier 2026. Ce ne sera plus pareil pour Washington, non. Pour l'État de Washington, non. Pour la ville, non. On voit aussi la probabilité de chute de neige, même si pour Seattle, par exemple, qui est, je pense, la ville la plus importante, non. Là-bas, c'est 3 centimètres de neige, très peu de neige, non, vraiment non. Pour les 2 prochaines semaines, non. Maintenant, il y a même des endroits où il n'y a même pas de neige, non. Où il y a 9 centimètres, bon, très peu, non. Mais il y a d'autres endroits où il pourrait neiger avec beaucoup plus d'intensité. Évidemment, il y a beaucoup de montagnes ici, donc aussi c'est un peu trompeur la façon dont on peut observer ces endroits. C'est-à-dire parce qu'au final, beaucoup de zones sont montagneuses et donc évidemment, elles ont une plus grande quantité de neige, n'est-ce pas? Mais si on va directement dans les villes comme Victoria, Seattle ou Vancouver, tu vois qu'il n'y en a pas tant. À Vancouver, on attend 19 cm de neige la semaine et demie prochaine. Non, alors essayez aussi de l'obtenir. Il y a d'autres régions où je vois plus de problèmes. Par exemple pour le Colorado, même pour l'Utah, où la neige, ou l'Oregon, où la neige elle est plus abondante. Non, apparemment, au moins dans la partie nord, dans l'Utah, dans la partie ouest du Colorado, eh bien, on voit une grande quantité d'humidité de neige. Dans ce cas, et aussi vers le nord-est des États-Unis, surtout pour New York. Oui, le Connecticut, eh bien, ils vont avoir le New Hampshire, le Maine, toute cette zone, eh bien, ils vont avoir d'importantes chutes de neige. Pas extrêmes, mais d'importantes chutes de neige. Non, on ne voit pas, du moins jusqu'à présent, de vortex ou de front plus forts. Rien de plus que ce que nous avons déjà vécu récemment avec des vents très forts. Mais si l'on regarde pour les prochains jours, on ne voit rien de plus jusqu'au 28. La température va baisser à l'ouest et au centre des États-Unis, apportant des températures basses. Pour le Mexique, n'est-ce pas? Et là, on le voit, comment ça tourne et ça part vers l'est, ça ne commence pas ici au front et ça va par là, mais ça reste relativement calme. Oui, avec un peu de froid, par exemple en Floride, mais pas de gel, disons, non, oui, des températures fraîches, rien de plus. Et au Mexique, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, on voit des températures fraîches, mais pas de gel, n'est-ce pas? C'est-à-dire pas encore de gel. Déjà au début de l'année, quand on arrive vers janvier, le froid commence à se rapprocher, vous voyez, parce qu'il semble qu'il va effectivement y avoir des températures basses dès le 1er ou le 2 janvier, des températures très dures, par exemple, dans l'Idaho, moins 30 degrés. Je m'avance beaucoup et cela peut évidemment varier, non? Mais bon, tenez-en compte. En allant vers le sud de l'Amérique, on vit une tempête importante, celle que nous voyons ici en Argentine, là, nous la voyons. Une tempête qui est étendue, qui apporte beaucoup d'eau et qui va arriver fortement dans cette région du centre de l'Argentine. Pas beaucoup d'eau pour cette zone de l'Argentine. Nous pourrions rencontrer quelques problèmes comme des inondations, car la tempête est importante, y compris au Paraguay, Uruguay et Argentine, mais dans le nord, la tempête est encore plus intense. Cette masse d'eau importante est actuellement sur le Paraguay, une partie de l'Argentine, du Brésil et de l'Uruguay. N'est-ce pas? Cette tempête est très étendue, elle s'étend jusqu'à la Bolivie. En effet, donc faites aussi attention à cela, car cela pourrait générer de grandes quantités de pluie, d'eau, de tempête. Un niveau typique de l'été, non, qui apporte de la grêle, ce genre de choses, et de la chaleur d'un autre côté, non. Cela aussi se produit là-bas, dans cette partie sud de l'Amérique. Donc d'ailleurs, de ce que nous voyons aussi un peu différemment et qui est en train de changer en Espagne, qui va changer pour les prochains jours. En Europe, c'est qu'un front très fort est en train d'arriver. Même s'il ne frappe pas directement autant, il frappe et il frappe bien en Europe, mais là où il frappe le plus fort, regardez bien, où donc? C'est-à-dire, il s'approche beaucoup de la frontière avec l'Ukraine, mais il n'est pas encore arrivé là, n'est-ce pas? Et nous avons montré ces derniers jours des images de ces vortex qui frappent le Kazakhstan, la Sibérie, d'autres régions où cela frappe très fort, ou la Chine par exemple, la Mongolie, etc., des vortex qui frappent l'Europe. Il y en aura sûrement un pour l'Europe bientôt, alors ne vous y fiez pas trop, mais ils arrivent. Des températures encore plus glaciales vers le 25-26 décembre, le froid se fera un peu plus sentir. N'est-ce pas? Eh bien, cela fait aussi partie de la normalité de l'hiver, déjà vers le 1er. Plus ou moins.
C'est à ce moment-là que les températures vont devenir plus intenses. Entre le 30 et le 31, elles vont devenir très intenses. En Ukraine et à la frontière russe, les températures atteignent déjà 13 degrés Celsius. Être dehors en pleine guerre, ce n'est pas rien. Regarde, ça c'est pour la capitale, mais la guerre se passe ici. 4 à 5 degrés, là où le front est le plus intense. Eh bien voilà à quoi ressemble cette solitude, être seul par moments. Eh bien, avec un vortex possible, il semble qu'il arrive dès le premier jour, non. Jusqu'à moins 17 degrés sur le front de guerre, ce qui arrive pour les premiers jours de janvier, pour la guerre ça va être très dur. Ils doivent déjà se préparer maintenant et à ce moment-là, il fera déjà très froid en Europe, même dans le nord et le centre de l'Espagne. Donc, eh bien, voilà la situation, passons à d'autres sujets importants. Ça a été l'année des drones parmi les années, parce que ce sont 2 années. 2024, 2025, ce sont des années de drones. D'objets, de montrer qu'ils sont là, que ces objets, quoi qu'ils soient. Et on parle déjà ouvertement du problème ou de la situation qui se vit là-bas, mais il semble vraiment qu'il y ait une impossibilité. Non, il n'est pas possible d'agir, il n'est pas possible de poursuivre, de continuer. On a même tiré sur ce type d'objet. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé ou continue à se passer à l'OTAN, où, même si le sujet est peu évoqué, les objets apparaissent toujours. Il faut se rappeler que dans toute cette région de l'OTAN, les pays baltes, l'Europe centrale, etc., des objets sont apparus. Non, au début, ils disaient « ce sont sûrement des drones russes ». Par exemple, en Roumanie ou en Pologne, quand des drones russes entrent, ils les abattent sans problème. Mais ces drones étaient différents, c'est-à-dire qu'ils opèrent d'une manière où ils vont très vite, où il n'a pas été possible de les abattre d'aucune façon, même pas de les suivre. Écoutons quelques commentaires. Comment vas-tu, Béatrice? Très bon après-midi, salutations. Comment vas-tu, Béatrice? Salutations à Fernando, à Ivan, à Joséphine, un grand salut à Odilia, à Adilson, à Véronique, à Patry, comment vas-tu? Disons les pépelotas. Bon début de semaine? Eh bien oui, c'est déjà la semaine de Noël, il y a déjà beaucoup de monde, que ce soit pour faire les courses ou se préparer pour ce qui va se passer les 24 et 25, n'est-ce pas? Salut Roble, ça va? Un grand salut pour toi, pour ta famille, Octavio aussi, un grand salut, il dit non. Le gros problème c'est que la Chine, c'est le jour non. Mais salutations Octavio, comment vas-tu? Mélanie Alfonso, comment vas-tu? Salutations. Le pétrole de Cuba, il le vend à la Chine, dit Mélanie. Le pétrole de Cuba, il le vend à la Chine, dit Mélanie. Comment vas-tu? Salutations Odilia, Leonardo Miguel, salutations jusqu'en Californie. Très bien, merci beaucoup d'ailleurs de nous accompagner pour votre soutien, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour ce soutien. Aux membres qui nous envoient un super chat, vraiment, c'est très apprécié. Salutations jusqu'en Floride, jusqu'à Sanford, Floride. Comment vas-tu, Jen Weiss? Comment vas-tu? Quoi de neuf? Comment ça s'est passé pour toi, Margarito? Comment vas-tu aussi? Salutations également. Tu vois, Tampa, Floride, un grand salut. Cette année, je pense qu'on s'est très bien connecté avec ceux de Floride et de Californie. Avec la Californie, je pense que c'était évident dès le début, mais j'étais surpris qu'il y ait moins de liens avec la Floride. Et maintenant, tant mieux que ce soit le cas. Ivan, comment vas-tu? Salutations, il dit merci beaucoup à toi aussi. Salutations jusqu'au Chili. Ivan, comment vas-tu? Comment vont les choses là-bas? Il dit salutations, offrez-moi un peu de pétrole. Facebook Ciné, comment ça va? Si tout va bien, c'est vraiment fou. En fait, c'est presque passé inaperçu, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de nouvelles sur tous les sujets. Mais moi, ça m'interpelle vraiment qu'on atteigne un record historique, en plein mois de décembre. Pourquoi? Parce que c'est étrange, parce que en plein mois de décembre, c'est le moment où beaucoup d'opérations quittent en ce moment le marché, n'est-ce pas? Ça baisse, enfin ça monte en octobre, novembre, décembre, et puis ça redescend en janvier. Car au final, beaucoup utilisent cet argent pour acheter, etc. Donc l'argent circule pour la consommation, n'est-ce pas? Pour d'autres secteurs, pour d'autres choses. Je trouve très intéressant que l'or continue de monter.
Il a même peut-être formé la figure qu'on appelle la tasse, non? C'est comme s'il descend, fait une sorte de courbe vers le haut, puis redescendrait à nouveau et ensuite il s'envolerait, n'est-ce pas? Mais voyons si dans les prochains jours il baisse un peu et ensuite il s'envole. Le point c'est avec ou sans graphique. C'est que l'or est tout en haut, qu'il est au sommet, qu'il est à son maximum historique. En décembre, alors que 2026 débute à peine, commencez avec l'or au sommet. Je trouve ça curieux, je trouve ça étrange. Il faudrait voir quand ce schéma s'est répété dans l'histoire, si jamais il s'est répété, s'il s'est déjà produit à une occasion. C'est très intéressant, vraiment, nous l'analyserons plus en détail plus tard. Dans ces schémas étranges de l'or qu'on a vus en 2024 et surtout en 2025, où il y a eu un schéma de prix excessif, n'est-ce pas? Quand ça a été un sujet incroyable. Je continue de lire les commentaires, il dit. Miguel, comment ça va? Bonjour Miguel, très bien, qui d'autre est là que je n'ai pas encore salué? Bon, je t'ai déjà salué, j'ai aussi déjà salué Fernando Ocampo, salutations Fernando, très bien. Qui d'autre est cela? Odilia Bueno, et salut à toute la communauté qui nous regarde en différé. On se revoit dans un petit moment, on continue à discuter, la prochaine émission, je pense qu'on la fera dehors, on va faire un petit tour, ça nous permettra de vous montrer comment c'est en ce moment. Monterrey. Dans certains endroits, eh bien, parce que c'est l'ambiance de Noël, non. Et on continue de commenter ce qui se passe dans le monde. Un grand salut, une accolade, on se revoit plus tard, à bientôt. Merci d'avoir regardé le journal PP en direct. Nous voyons les événements de la planète Terre et les mystères de l'espace sont analysés comme nulle part ailleurs. Merci de vous être abonné.